C'est un orphelin absolument dégoûtant, malodorant et sans amis. Mais sa vie change complètement un jour lorsqu'il rencontre un vieil homme qui lui donne une épée spéciale et lui dit de devenir le prochain roi. Est-ce que cette lumière vient de moi? L'histoire commence dans un monde divisé entre le royaume des Blancs et celui des Noirs qui n'ont pas le droit de se mélanger. Bien qu'il soit asiatique, notre héros sans nom vit dans un petit village du royaume des Noirs en tant que petit orphelin morveux. Un jour, il décide de partir enfin avec les anciens pour chasser de la viande. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, l'un des hommes accourt vers eux et leur annonce qu'ils sont attaqués par une meute de monstres. En entendant cela, tout le monde a peur, mais les chasseurs disent à tout le monde de prendre leurs armes et de défendre le village, péril de leur vie. L'un d'eux demande à notre garçon d'emmener les enfants sur la colline et de se cacher à l'intérieur de la grotte. Et les dames les rassurent en leur disant qu'elles s'occuperont des choses derrière elles. En entendant cela, les enfants acceptent de suivre notre protagoniste et commencent à courir vers la colline, tandis que le village est attaqué par des monstres massifs qui détruisent complètement les pauvres villageois comme les PNJ de GTA. En s'enfuyant, l'un des enfants tombe et notre héros revient rapidement pour l'aider. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il entend un cri venant de devant et voit un énorme monstre 1000 pattes bloquer leur chemin. Le monstre grignote instantanément l'un des enfants avant même que notre garçon ne puisse réagir. Et même lorsqu'il se lève pour se battre, ses attaques ne font pratiquement rien contre l'insecte à la peau épaisse. Réalisant cela, il maudit le monstre et dit à l'autre enfant de courir. Puis, il retombe et attrape la petite fille qui s'était évanouie plus tôt à cause de l'attaque empoisonnée du monstre. Il la soulève et commence à courir. Mais le monstre les rattrape rapidement, prêt à frapper. Ne voyant pas d'autre option, l'autre enfant décide de se sacrifier en sautant devant le monstre et supplie notre protagoniste de protéger sa petite sœur. Notre garçon atteint finalement la grotte, mais le poison a déjà fait ses dégâts et la petite fille meurt, le laissant brisé. Après cela, il retourne désespérément au village avec son corps, criant à l'aide pour découvrir que le village entier a été anéanti et qu'il est le seul survivant. Se sentant déprimé et vaincu, il commence à creuser une tombe massive pour tous les villageois sous une forte pluie jusqu'au lendemain matin où un vieil homme appelé Skier arrive et lui demande ce qu'il fait. Le garçon explique comment les monstres attaquent le village et dit que tous ceux qui l'entourent ont également été détruits. Alors, n'ayant nulle part où aller, il creuse une tombe pour le défunt. Voyant l'état du pauvre garçon, le vieil homme lui donne un morceau de pain et une bouteille d'eau sur lesquels notre garçon se jette avec avidité. Ils commencent à parler du roi des ténèbres qui dirige leur pays. Et notre protagoniste dit qu'il ne comprend pas pourquoi le roi laisse ces monstres courir en liberté. Skier dit que le roi doit avoir ses propres préoccupations. Mais notre garçon demande s'il se préoccupe des bonnes choses, car pour lui, la bonne chose est que tout le monde soit heureux. Après quelques allers-retours, il se remet tranquillement à creuser le trou et dit qu'il continuera à le creuser jusqu'à ce que le soleil atteigne le fond. Les skieurs sont impressionnés après avoir vu le potentiel du garçon et lui lancent soudainement une épée, lui disant de se battre. Au début, notre protagoniste pense que Skier veut qu'il devienne plus fort et se batte pour son peuple, mais Skier le nie rapidement. Il agit comme s'il essayait sérieusement de le tuer, en disant que le roi des ténèbres a le droit de tuer n'importe qui sur un coup de tête et que Skier lui-même était autrefois candidat au trône. Donc, si notre garçon reste assis à pleurer les villageois et à creuser des trous en attendant l'aide du ciel, alors il vaut mieux pour lui mourir. Son discours à la Irwin secoue quelque chose à l'intérieur du garçon, qui décide finalement de devenir le prochain roi, ou du moins quelqu'un qui fait sourire les gens. Contrairement à avant, son escrime s'améliore cette fois et il bloque toutes les attaques entrantes de Skier. Il finit par faire tomber l'épée de la main de Skier et remporte ce qui semblait être un duel ordinaire. Les skieurs commencent à rire et tombent à genoux en disant « Il est enfin temps pour lui d'aller au paradis, ou peut-être en enfer ». Il révèle sa véritable identité de noble de la capitale et conseille à notre protagoniste de prendre son épée et de s'y rendre. Il lui dit que celui qui tient cette épée est considéré comme le chef de famille. Et une fois arrivé, il doit se déclarer comme le prince des ténèbres, le successeur légitime du roi des ténèbres. Il ajoute en outre qu'il y aura un chevalier nommé Val qu'il acceptera s'il prouve sa valeur par l'escrime et gagne sa reconnaissance. Il dit que ce monde est brisé et que c'est son travail de le réparer une fois qu'il aura pris le trône. Alors que le vieil homme commence à mourir, des larmes commencent à couler des yeux de notre garçon et quelque chose d'étrange commence à se produire. Une vague de lumière pure traverse son corps comme s'il entrait dans une sorte d'état de Super Saiyan. Et cette énergie soudaine fait même ouvrir les yeux de Skier pendant un instant. Avec le sourire, Skier meurt enfin en paix, laissant tout à notre protagoniste.
Jusqu'à présent, tout cela s'est déroulé d'un seul côté du monde, le royaume du noir sur terre. Mais il existe également un autre côté de ce monde appelé le royaume du blanc dans le ciel. La scène se déplace vers la reine Iris, du royaume de blanc, qui combat les monstres qui traversent le ciel et envahissent son royaume. Contrairement au ennuyeux roi Fritz de l'attaque des titans, la reine Iris est active et puissante, utilisant son énergie magique pour effacer les monstres. Mais peu importe le nombre de personnes qu'elle élimine, d'autres continuent d'arriver. Les chevaliers blancs arrivent également, menés par leur commandant, Fuse, accompagnés d'un groupe de mages dirigés par Shima. Les mages canalisent de l'énergie magique vers les chevaliers, qui frappent ensuite les monstres avec une brillante maîtrise de l'épée. Alors que la bataille fait rage, Iris observe le portail noir en pleine croissance et garde un œil attentif sur son expansion rapide. Après avoir affronté les monstres, ils retournent chez eux. Fuse et Shima sont frères et sœurs avec leur jeune frère Théo, tout comme les frères et sœurs Vermilion de Black Clover. Ils parlent de la façon dont la reine Iris pourrait vaincre le roi des ténèbres en utilisant uniquement le pouvoir de leur rune progénitrice. Mais elle est empêchée de libérer tout leur potentiel. Shima se demande si Iris se retient pour maintenir l'équilibre du monde, mais Fuse l'empêche immédiatement d'en dire plus, croyant qu'Iris a en fait l'intention d'anéantir tout le royaume de Black. Un vieil homme s'approche alors d'Iris pour vérifier son bien-être et l'état actuel du royaume. Elle lui dit qu'elle n'est pas sûre que son pouvoir seul soit suffisant pour résister à la force croissante du royaume noir. Elle lui demande donc de rassembler un groupe de chevaliers et de commencer à les entraîner pour les batailles à venir. De retour au royaume des Noirs, le protagoniste prend l'épée laissée par les skieurs et se promène dans les rues de la capitale. Un chevalier le repère et lui demande pourquoi il porte cette épée. Mais au lieu de répondre, notre héros lui demande où se trouve le manoir des skieurs. Le chevalier s'enflamme de colère et dégaine sa lame. Et c'est à ce moment-là que notre garçon réalise que cela doit être Val. Il lui dit que Skiers est mort, mais Val ne recule pas et le coince. C'est alors que le protagoniste répète sa réplique emblématique et déclare qu'il est le prince des ténèbres, le successeur légitime du roi des ténèbres. En entendant cela, Val l'accepte comme son maître et accepte de l'emmener au manoir. La scène revient ensuite au royaume des Blancs, où l'on voit Iris prier la chambre des ancêtres, demandant sa protection. Bientôt, Shima la rejoint et il parle du nombre croissant d'attaques du royaume des ténèbres. Elle se demande si tout leur pays est à la recherche de la rune progénitrice. Mais Iris dit que les gens du royaume noir sont comme les leurs et que seul le roi des ténèbres est hors de contrôle et provoque le chaos pour tout le monde, y compris son propre peuple. Elle dit ensuite qu'elle est confiante que le prochain roi des ténèbres préservera l'équilibre du monde. Juste à ce moment-là, un chevalier arrive avec des nouvelles dévastatrices, disant qu'ils sont attaqués par Baal. Alors, Iris ordonne immédiatement à Shima et Fuse de préparer leurs troupes et de partir immédiatement. Iris vole vers l'ouest sur ses ailes d'ange, tandis que Fuse ordonne à ses troupes de maintenir leur position. Shima ordonne télépathiquement à ses mages de se préparer au combat. Baal, un monstre impitoyable au corps aussi résistant que l'acier et aux ailes qui lui permettent de s'envoler dans le ciel, observe avec amusement l'évacuation paniquée. Il donne au peuple le temps de préparer ses défenses avant de monter dans les airs où il aperçoit les mages rassemblés au temple. Les mages lancent des attaques magiques qui ressemblent à des éclaboussures d'eau contre le corps blindé du monstre. Sans hésitation, il détruit le temple ainsi que les mages à l'intérieur. En bas, les chevaliers tirent des flèches qui l'égratignent à peine, mais parviennent à attirer son attention. Baal charge pour les écraser, mais Atlantia, le chef elfique, apparaît et ordonne aux chevaliers de se concentrer sur l'évacuation des gens et promet de s'occuper de Baal lui-même. La scène se déplace vers Fuse et Shima alors qu'ils se dirigent vers Baal lorsqu'un soldat leur dit que les chevaliers des ténèbres sont apparus devant, utilisant l'invasion de Baal comme distraction. Fuse change rapidement son plan et ordonne à ses chevaliers d'affronter ses chevaliers noirs. En avançant, il rencontre deux chevaliers qui prétendent être des déserteurs. Fuse leur ordonne de laisser tomber leurs épées et de s'agenouiller et ils obéissent. Les deux insistent sur le fait qu'ils sont des paysans forcés à la guerre, essayant de gagner la confiance du chevalier blanc. Soudain, une énergie sombre les enveloppe, les transformant en marionnettes incontrôlables qui saisissent leurs épées et attaquent. D'autres chevaliers noirs émergent, chargeant en avant, et les chevaliers blancs se préparent à riposter. La scène revient à Atlantia, qui commande à 3 esprits, contrôlant les éléments de base, de lancer une attaque simultanée sur Baal. Mais cela ne lui inflige aucun dégât, et en réponse, il les frappe brutalement. Atlantia réalise que Baal est un monstre invincible et pense qu'il est condamné. Mais ensuite, Iris atterrit à proximité et voit les mages tomber qui se sacrifient pour protéger le peuple. Elle engage Baal, le frappant avec son épée
et sa magie. Bien que puissante, ses attaques n'endommagent pas le corps métallique de Baal. Elle essaie donc de tirer plus de puissance de la rune, mais Atlantia lui rappelle qu'elle ne peut pas dépasser la limite et la fait arrêter. Après cela, il envoie ses esprits pour soutenir Iris. Mais de manière inattendue, Baal se retire de la bataille. Alors que le soleil se lève, les chevaliers arrivent pour aider les survivants. Alors qu'Iris prie pour eux, Shima s'approche et informe Iris que des chevaliers noirs sont apparus sur leur route, déguisés en humains normaux. Mais Fuse s'en est occupé et entendre cela rend Iris folle. De retour au palais impérial du royaume des Noirs, un monstre rencontre Val et lui demande où se trouve le roi car il veut discuter de la façon dont ses partisans ont été vaincus lors d'une invasion inutile dans le ciel. Il insiste sur le fait que les chevaliers noirs ne sont pas des sauvages qui ne font qu'envahir. Mais juste à ce moment-là, une énergie noire entoure le monstre et l'étouffe à mort. Il s'avère que c'est le roi des ténèbres qui revient sur son trône. Le roi dit qu'il méprise la lumière et veut que tout soit couvert de ténèbres. Selon lui, les ténèbres sur terre et la lumière dans le ciel ne peuvent pas coexister et il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas vaincu tout le monde dans le ciel. Mais d'abord, ils doivent s'occuper de la boule égoïste du monde. Val rentre chez lui et trouve le prince autoproclamé des ténèbres qui l'attend. Le prince demande où il était et Val dit qu'il était à la réunion du palais impérial avec le roi parce qu'il sert le roi et ses successeurs potentiels. Notre protagoniste se rend compte que Val est loyal au prince et que cela est certain. Sur ce, il dit à Valu qu'il attendait la pratique de l'escrime car il ne peut pas devenir roi sans maîtriser l'épée. Val accepte mais pose d'abord une pile de livres et dit qu'un roi doit comprendre comment diriger le gouvernement et nourrir son peuple et qu'il doit également améliorer son discours s'il veut devenir roi. Il lui dit ensuite qu'ils commenceront son entraînement à l'épée demain. Le jeune prince semble comprendre tout cela et commence à lire. Après cela, notre garçon passe ses journées à lire des livres et à pratiquer l'escrime avec Val. Quelques jours plus tard, Val le félicite, disant qu'il est plus fort qu'à son arrivée. Pourtant, le prince n'est pas satisfait et veut devenir plus fort pour rattraper Val. Val lui montre les vêtements que portaient les skieurs à son âge et dit qu'il est sûr que les skieurs seraient ravis si le prince en faisait bon usage. Lady Groza, une guerrière cornue ressemblant à Albedo d'Overlord, patrouille les terres arides avec ses chevaliers. Fatiguée par la chaleur, elle s'arrête pour se reposer à mi-chemin, se plaignant de la raison pour laquelle quelqu'un comme elle, le successeur du trône, est obligé de repérer un endroit où rien ne se passe jamais. Juste à ce moment-là, un chevalier aperçoit une horde de monstres planant dans le ciel. Désireuse de faire ses preuves, Groza passe à l'action et libère son pouvoir, transformant les monstres en cendres en un instant. Ses chevaliers l'encouragent et elle se délecte de leurs éloges jusqu'à ce qu'un monstre lui tende une embuscade par derrière. À ce moment-là, le protagoniste apparaît et le coupe d'un seul coup net. Elle le remercie de l'avoir sauvé et il se tourne simplement avec un doux sourire, disant qu'il est heureux qu'elle soit en sécurité. Ce seul sourire fait tourner son cœur. Elle bafouille ses mots, débitant des bêtises tandis qu'il s'éloigne, inconscient de la tempête qu'il a laissée derrière lui. Elle reste figée, le regardant comme si elle ne reverrait peut-être plus jamais son prince. Ses chevaliers la sortent de ses journées et lui demandent si elle veut dire quelque chose. Alors, elle l'appelle rapidement et lui dit qu'il le cherchait. Ils se rencontrent dans un restaurant où elle explique que le palais veut qu'il concourt contre les autres successeurs. S'il arrive premier, il recevra la grande épée noire et sera officiellement reconnu comme un véritable prince des ténèbres. Tandis qu'elle parle, elle remarque avec quelle chaleur il regarde l'épée de Skier et réalise à quel point cela signifie pour lui. À une autre table, un méchant aux cheveux roux écoute, visiblement préoccupé par la grande épée. Dans le royaume des Blancs, Iris est assise seule sur son trône, perdue dans ses pensées sur ce qui s'est passé la veille. Shima entre et la fait sortir de là, lui disant qu'elle part superviser la reconstruction de la zone détruite. Quand elle réalise qu'Iris était dans les vapes, Shima se demande à haute voix si l'ancienne reine avait aussi l'habitude de se perdre dans des pensées comme celle-ci. Mais elle part bientôt faire son travail, laissant Iris derrière elle dans la salle du trône vide. La scène se déplace dans le passé, à l'époque où Iris et Shima étaient toutes deux candidates à l'héritage du trône. À cette époque, Iris était joyeuse comme une fille amoureuse. Après avoir fini de prier la rune progénitrice, il parle de ce que signifie devenir reine. Shima dit que la reine se tient au centre du maintien de l'équilibre avec l'obscurité, ce qui est un lourd fardeau. Elle trouve parfois cela effrayant et ne veut pas rester enfermée au même endroit pour toujours par ennui. Mais Iris est plus décontractée. Elle se demande si les reines se faufilent la nuit pour s'amuser. Shima l'avait invitée à dîner ce soir-là et avait mentionné que Fuse l'attendait avec impatience. Iris, étant complètement stupide en matière de romance, suppose que c'est parce que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés. Plus tard dans la nuit, Iris rend visite aux frères et sœurs. Après un agréable dîner, Fuse lui propose de la raccompagner chez elle. En chemin, elle admet
admet qu'elle se sent comme un poids mort pour eux, mais Fuse la rassure. Il dit que les plantes sauvages qu'elle cueille ont bon goût, ce qu'elle a mentionné plus tôt. Mais au lieu de l'avouer correctement, l'idiot dit qu'il aime les plantes. Après l'avoir ramenée chez elle en toute sécurité, elle lui demande quel est le rôle de la reine de la lumière. Fuse ne le sait pas vraiment non plus, mais il dit qu'y penser n'est pas inutile. Elle le remercie pour ses encouragements et décide de se débrouiller seule. Un jour, elle se tient au bord d'une falaise, contemplant la mer paisible de nuages qui s'étend jusqu'à l'horizon. Elle sait qu'une fois qu'elle sera reine, cette vision aura une signification différente. Soudain, une aura noire envahit le royaume. Elle court pour alerter les chevaliers, mais avant qu'elle puisse les atteindre, l'énergie noire l'entoure. Elle ne panique pas et le dissipe plutôt avec son pouvoir magique. Le ciel s'illumine de couleurs radieuses et une voix appelle d'en haut. Il pourrait s'agir de la rune progénitrice. La voix déclare Iris, la prochaine reine, et l'avertit qu'elle devra faire face à la solitude et se battre pour y parvenir. Iris accepte la responsabilité et jure de protéger le royaume et de maintenir l'équilibre. Pendant ce temps, le protagoniste rejoint la compétition organisée par Groza pour décider du prochain roi. Le vainqueur recevra la grande épée noire. Des candidats de différentes races se rassemblent dans la arène, tous motivés et prêts. Groza explique que chaque candidat doit combattre des monstres enfermés dans la prison. Les deux plus performants s'affronteront lors d'un duel final, et si l'un d'eux sent que sa vie est en danger, il est autorisé à se retirer. La compétition commence lorsque la porte de la prison s'ouvre et que des monstres effrayants ressemblant à des lions en sortent. Chaque concurrent se précipite pour combattre le monstre qui lui est assigné, mais notre garçon reste immobile, repensant au moment où son village a été détruit. Il se rend compte qu'il s'agit exactement des mêmes monstres et laisse sa mémoire alimenter sa colère, alors qu'il en abat un d'un seul coup. Une candidate utilise la magie du feu pour tirer sur son monstre, mais celui-ci survit et la charge. Voyant l'énorme bête venir vers elle, elle se fige de peur et il semble que ce soit la fin pour elle. Mais juste avant qu'il ne puisse lui faire du mal, notre héros s'avance et renverse le monstre. Mais au lieu de Prius, sa décision de l'aider rend les autres méfiants. Et ils commencent à chuchoter et à se demander pourquoi il est intervenu pour aider à l'arrivée. Juste à ce moment-là, un monstre massif apparaît sur le champ de bataille et quelques candidats tentent leur chance et se précipitent vers lui pour se faire écraser un par un. Seul Adèle et notre héros restent en retrait au lieu d'agir de manière imprudente. Le monstre attrape alors un candidat et tente de le serrer à mort. Mais notre héros profite de cette occasion pour sauter sur son dos et lui enfonce son épée dans la poitrine, faisant s'effondrer le monstre et mettant fin à la bataille. À la fin, seul Adèle et le protagoniste restent derrière, et Groza annonce qu'ils s'affronteront dans un duel final une fois les préparatifs terminés. À l'intérieur du bâtiment, Groza entend Adèle demander à notre garçon pourquoi il a aidé cette fille plus tôt. Le protagoniste dit qu'il l'a aidée parce qu'elle en avait besoin et que cela lui suffisait. Mais Adèle ne le voit pas de cette façon. Il dit que s'il veut devenir le roi des ténèbres, il ne devrait pas aider les autres car personne ne se soucie de savoir s'il meurt ou non et qu'il parle de sa propre expérience. En réponse, notre gars dit que si tuer et abandonner des gens est le seul moyen de devenir roi, alors il en créera un nouveau pour lui-même. Après cela, le duel tant attendu commence avec Adèle, frappant en premier et attaquant le protagoniste de tous les côtés. Mais notre garçon bloque chaque coup avec habileté. Leur maîtrise de l'épée est à égalité, mais notre héros a avec lui le pouvoir de l'armure de complot. Alors, il lui montre pourquoi il est le personnage principal. Il s'avance et fait tomber l'épée d'Adèle d'un seul coup et le coince avec la lame sur son cou. Adèle demande pourquoi il ne l'achève pas. Et notre gars dit qu'il veut protéger les gens et répandre des sourires. Adèle se retourne rapidement et attrape à nouveau son épée, chargeant. Mais la même chose se produit à nouveau avec notre garçon le désarmant et tenant la lame contre son cou. Mais cette fois, Adèle abandonne et accepte la défaite. Avec cela, Groza déclare le protagoniste comme successeur au trône et nouveau prince du royaume. Pour preuve, il reçoit la grande épée noire, qui se trouve correspondre parfaitement à la couleur de ses vêtements. Alors qu'il traverse le bâtiment, Adèle se présente formellement et demande son nom, mais le prince ne dit rien. Il rencontre ensuite Val, qui lui dit qu'il est venu avec un message qui doit être délivré au royaume des Blancs, et que seuls le premier et le deuxième, dans l'ordre de succession au trône, sont autorisés à s'y rendre en tant qu'envoyés spéciaux. Le protagoniste et les deux autres montent à bord du navire qui flotte dans le ciel grâce à un pouvoir magique. Groza dit à notre garçon d'être prudent, car ce n'est pas parce qu'ils sont des envoyés qu'ils sont en sécurité, car les deux royaumes sont toujours en guerre. Adèle est d'accord avec elle et regarde notre héros, lui demandant s'il est même capable de faire le travail parce qu'il est du genre calme et pas vraiment quelqu'un qui est doué avec les mots. Et cette mission est importante. Elle dit que leur vie en dépend et qu'un faux mouvement signifie qu'ils sont morts. Finalement, Adèle propose de prendre le relais en tant qu'envoyé, tandis que le prince agit comme son garde du corps et les deux autres acceptent ce plan tandis que le navire continue son vol. Une fois qu'ils atteignent le port, Fuse est le premier à les accueillir en pointant une épée directement sur leur visage. Naturellement, notre protagoniste dégaine son épée. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Adèle intervient et gère la situation intelligemment
intelligemment. Il s'excuse au nom de notre garçon et dit qu'un garde du corps a parfaitement le droit de protéger l'envoyé. De plus, Fuse aurait déjà dû être informé de leur arrivée. Notre héros sort un parchemin contenant le message officiel et l'un des chevaliers de Fuse s'avance pour le prendre. Adèle garde son calme et leur dit de baisser leurs épées et qu'ils ne sont pas venus là pour commencer quoi que ce soit. Et en plus de cela, Fuse n'a pas le pouvoir de les refuser. Fuse répond froidement qu'il peut dire que les envoyés sont devenus violents et qu'il a dû les abattre. Mais Adèle demande calmement si la reine croirait cela. Fuse répond qu'en tant que chevalier, il est de son devoir de protéger la reine de toutes les menaces. Alors Adèle essaie de raisonner avec lui. Il dit que tout le monde dans leur royaume ne veut pas la guerre, que seul leur roi est devenu fou et que le peuple ne peut rien y faire. Il souhaite donc qu'un nouveau roi s'élève, qui ne gouverne pas comme un dictateur. Il espère que peut-être alors leurs deux royaumes pourront s'entendre. Ces mots semblent enfin parvenir à Fuse et le chevalier baisse sa lame et demande le nom d'Adèle avant de partir informer la reine et de se préparer à leur arrivée. Alors que Fuse les escorte à travers la ville, le protagoniste regarde autour de lui la ville lumineuse et animée et pense qu'elle semble très différente, plus chaleureuse et plus légère que leur royaume des Noirs. Mais il remarque aussi le regard méfiant des gens qui les considèrent comme des étrangers. Finalement, ils atteignent le palais impérial où on leur demande d'attendre. Lorsque la reine Iris intervient enfin, le moment se fige pour notre garçon. Il la regarde dans les yeux et ne peut pas détourner le regard. C'est calme, mais il y a déjà quelque chose entre eux. Adèle s'agenouille et se présente comme le messager du roi. Iris dit qu'elle a lu le message, mais ne comprend pas pourquoi leur roi veut une alliance, surtout quand les choses n'ont jamais été amicales entre eux. Adèle répond qu'ils ont un ennemi commun, en référence à Baal, et dit qu'ils doivent s'en occuper ensemble. Iris reconnaît que Baal est un monstre qui menace les deux camps, mais une fois qu'il sera parti, le roi des ténèbres visera simplement son royaume. Le protagoniste marmonne doucement que cela n'arriverait que sous le roi actuel. Adèle explique que le roi prévoit de démissionner bientôt et que le royaume des Noirs veut une paix durable avec le royaume des Blancs. Son ancien conseiller n'y croit pas et remet tout en question, mais la décision finale revient à Iris, qui s'arrête un instant et leur dit qu'elle donnera sa réponse un autre jour. Après cela, Fuse les emmène dans une chambre d'amis. Là, le protagoniste lui demande avec désinvolture quel genre de femme est Iris, et la façon dont il le dit rend Fuse furieux. Il lui dit de ne pas parler d'elle de manière aussi informelle, mais Adèle intervient rapidement à nouveau et s'excuse au nom de notre garçon et ramène l'attention sur le vrai problème en question. Et le protagoniste hoche la tête et dit qu'il fera attention à ses paroles à partir de maintenant. Plus tard dans la nuit, Adèle craque enfin et dit « Depuis qu'ils sont arrivés ici, le protagoniste n'a fait que créer des problèmes. Il dit qu'il ne sait pas ce qui lui passe par la tête, mais ils sont entourés de gens qui sont prêts à les tuer à la seconde où ils font une erreur. Ils croient tous que le royaume des Noirs a tort et que la reine Iris envisage peut-être d'utiliser cette alliance pour prendre le dessus dans la guerre. Mais le protagoniste l'interrompt et dit qu'Iris se sent différente. Ce à quoi Adèle secoue la tête et s'éloigne. Le lendemain matin, ils se retrouvent à nouveau devant Iris. Avant de répondre à l'offre d'alliance, elle demande au protagoniste qu'en tant que personne issue du peuple, que pensent les citoyens du royaume noir. Notre garçon répond sans hésitation et dit qu'à chaque fois que B se présente, les gens perdent leur maison. Et c'est pourquoi il pense que cette alliance pourrait réellement les aider. Après avoir entendu cela, Iris réfléchit et donne sa décision, disant que le royaume des Blancs s'associera au royaume des Noirs et entrera en guerre contre Baal. Le lendemain matin, Shima entre dans la salle du trône pour parler avec Iris, mais elle n'est pas là. Au lieu de cela, Fuse est affalé sur le trône. Il montre à Shima un message du roi des ténèbres et elle comprend instantanément qu'Iris est partie se battre aux côtés des chevaliers noirs contre Baal. Les deux envoyés séjournent ici en tant qu'invités et Fuse s'assure qu'ils ne causent aucun problème. Pourtant, il a observé qu'ils ne semblaient pas être de mauvaises personnes. Shima décide qu'elle ne peut pas les juger avant de les avoir rencontrés elle-même, alors elle prévoit de le faire plus tard. Pendant ce temps, Baal apparaît à la frontière du royaume des ténèbres. Cette fois, les murs sont fortifiés et prêts alors qu'ils se préparent à affronter les titans. Val dirige les troupes et prononce un discours enflammé pour leur remonter le moral, un peu comme Irwin l'a fait autrefois. Il charge et affronte Baal de front, balançant son épée sauvagement, plus comme une mouche harcelant un éléphant qu'une véritable menace. Une horde de monstres imprégnés d'énergie sombre se précipite pour le soutenir, mais Baal les anéantit en quelques secondes. Une autre vague de créatures arrive et force Baal vers le mur extérieur du royaume. Sur ordre de Gross, une pluie de flèches s'abat sur Baal, mais aucune d'entre elles ne laisse une égratignure. Même l'attaque de Gros ne fait rien. Alors que Baal s'approche, elle panique et saute du mur. Baal s'écrase avec ses ailes et se retrouve face à Val et à une autre armée de monstres. Il tente de le piéger en utilisant des cercles magiques, mais Baal les maîtrise sans effort. Un groupe de mages parvient à le retenir avec de la magie, donnant à Val et Groza une chance de frapper avec tout ce qu'ils ont. Leurs efforts échouent. La balle rugit si fort que tout le monde se fige. Ils commencent à rassembler de l'énergie pour les achever, mais juste à temps, le
le roi des ténèbres apparaît et l'arrête. Le roi téléporte son peuple en lieu sûr, entoure Baal d'énergie sombre et lance une attaque. Même cette frappe ne suffit pas à faire tomber Baal. Alors que Baal prépare son prochain mouvement, Iris apparaît et le retient avec sa magie blanche. Ensemble, le roi des ténèbres et Iris piègent Baal à l'intérieur d'une montagne remplie de lave en fusion. Ils scellent l'ouverture pour le maintenir en feu pour toujours. Leur ennemi commun vaincu, Iris jette un long regard au roi, puis retourne au royaume des Blancs. Plus tard, Fuse présente les envoyés à sa sœur, Shima. Adèle essaie de flirter en complimentant sa beauté, mais elle n'est pas impressionnée. Elle demande s'il est vrai que les habitants du royaume des ténèbres ne veulent pas la guerre. Adèle dit oui, mais explique qu'ils ne peuvent pas défier le roi à moins d'être prêts à mourir. Le protagoniste regarde dehors, voit Iris revenir et se précipite vers la porte. Iris a du mal à s'accrocher et n'a pas la force de voler. Elle atterrit mais trébuche et le prince la rattrape à temps. Il la soutient contre un mur, tandis que ses partisans arrivent. Elle souffre et est clairement épuisée. Il la précipite au lit où elle reste agitée. Shima la surveille et conclut qu'Iris s'est utilisée comme médium pour un pouvoir immense qui a laissé son corps dans un état dangereux. Elle demande à Fuse d'annoncer le résultat de l'alliance aux envoyés. Fuse ne veut pas la quitter, mais finit par partir. Plus tard, Adèle visite la chambre du protagoniste et le taquine, disant que Shima semble être son type. Il laisse également entendre que le prince pourrait avoir des sentiments pour la reine. Le protagoniste le nie et dit qu'il s'inquiète seulement de son état. Réalisant qu'il a dépassé les bornes, Adèle s'excuse. Alors qu'il est sur le point de partir, Fuse fait irruption et le réprimande pour être entré dans des pièces sans permission. Adèle, comme d'habitude, reste calme et plaisante en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que le chevalier commandant apparaisse à cette heure-là. Le protagoniste s'enquiert de l'état de la reine. Fuse rétorque que cela ne le regarde pas, mais adoucit ensuite son ton et dit qu'elle se rétablira bientôt. Il est clairement jaloux. Fuse annonce que Baal a été vaincu et que les conditions de l'alliance ont été remplies sans désastre. Leur mission étant accomplie, Adèle décide de dire au revoir à la reine et de retourner dans leur royaume. Pendant ce temps, Groza rentre chez elle, impatiente de prendre un long bain. Sur son chemin, elle rencontre Val, qui lui remet un parchemin et lui confie la tâche de le livrer au royaume des Blancs. Iris s'est maintenant un peu remise et les deux envoyés se tiennent devant elle. Adèle est profondément reconnaissante et dit qu'elle n'a pas de mots pour exprimer ses sentiments. Mais même si Iris a beaucoup souffert, elle s'inquiète davantage pour le peuple du royaume des Noirs, qui a également subi de lourdes pertes. Elle prie pour ceux qui ne servent pas le roi des ténèbres, espérant qu'ils renaîtront avec une âme pure. Adèle fait alors une annonce audacieuse qui choque tout le monde. Il exprime son désir de demander une audience au roi des ténèbres et de le persuader d'arrêter la guerre contre le royaume des Blancs. Ces paroles ressemblent à un souhait de mort, mais Adèle a déjà pris sa décision à cause de Fuse, et il pense que c'est la seule façon pour les deux royaumes d'avancer. Juste à ce moment-là, un chevalier entre dans la salle et les informe qu'un autre messager du royaume noir est arrivé. Alors, Iris laisse entrer le messager. Groza apparaît et s'agenouille devant elle, lui présentant le message qu'elle a apporté du roi. Pendant qu'Iris lit la note, Groza jette un coup d'œil au protagoniste de côté et voit que ses yeux sont fixés sur Iris, ce qui lui fait faire une grimace de jalousie. Iris prend un souffle de soulagement et annonce que le roi des ténèbres a demandé une période de paix afin que les deux camps puissent se remettre des dégâts causés par Baal. Tout le monde est surpris et Fuse commente qu'Adèle n'a plus besoin de risquer sa vie pour la paix, ce à quoi Iris répond positivement et accepte la demande du roi. Son assistante part écrire la réponse et Iris décide d'emmener tout le monde faire un petit tour pour voir le royaume des Blancs, puisqu'elle se sent mieux grâce au traitement de Shima. En quittant le palais, il rencontre Théo, qui fait quelque chose près d'un arbre. Il est excité de voir ses frères et sœurs, mais au moment où il découvre que les autres viennent du royaume noir, il se cache derrière sa sœur par peur. Adèle rit et dit qu'ils ne le mangeront pas, et Shima est d'accord, mais Groza brûle à nouveau de jalousie lorsqu'elle remarque qu'Iris regarde le protagoniste. Son expression s'adoucit lorsqu'elle voit Théo, qui sort après avoir réalisé que tous les habitants du royaume noir ne sont pas mauvais. Il lui demande ce qu'il fait et il leur montre un oiseau blessé. Plaçant une main sur l'oiseau et l'autre sur l'arbre, il canalise la magie de guérison à travers l'arbre, jusqu'à l'oiseau qui commence à briller. Alors que l'oiseau est guéri, Shima explique qu'elle lui a appris ce sort et commente que Théo a un talent pour la magie. Fuse trébuche en avant et rappelle à Théo qu'il était censé rejoindre les chevaliers. Mais Théo le taquine en retour, disant que s'il rejoint, Fuse sera rétrogradé au rang de vice-commandant. Et tout le monde rit de la réponse confiante du garçon. L'oiseau guéri s'envole avec son compagnon, et Groza remarque que les oiseaux d'ici sont joyeux et bien élevés, contrairement aux oiseaux noirs de chez nous, qui sont toujours prêts à causer des ennuis. Fuse dit que la même chose s'applique à leurs envoyés, tous vêtus de noir, et Adèle répond que les gens ici ne sont pas différents habillés en blanc. Iris accepte avec un sourire,
ce qui fait battre le cœur du prince. Mais Groza le voit et ne peut pas le supporter. Elle partage soudainement une idée et suggère qu'elles essaient de porter les vêtements de l'autre et les filles acceptent sans hésitation. Adèle et Fuse sont les premiers à échanger leur tenue. Ils se sentent mal à l'aise, mais continuent. Adèle demande au protagoniste s'il veut essayer, mais il refuse. C'est maintenant au tour des filles. Alors elles se dirigent vers le vestiaire. Groza se demande quelle robe elle devrait essayer et choisit celle d'Iris, ce qui ne lui plaît pas. Shima suggère à Iris d'essayer la robe de Gros, puisque personne d'autre ne peut porter la tenue de la reine. Ga enlève immédiatement sa tenue et Iris la met, mais elle ne lui va pas bien. Ga fait l'éloge de son apparence et l'exhorte à le montrer à tout le monde. Mais Iris fait une grimace, clairement peu impressionnée. Et Groza claque sa langue, essayant d'embarrasser Iris devant le protagoniste. Shima intervient et propose d'échanger ses robes avec Ga, qui accepte. Lorsqu'ils sortent, les garçons ont l'air de s'ennuyer, mais le protagoniste, toujours fidèle, garde les yeux sur Iris. Adèle et Fuse font l'éloge de leur tenue et Adèle demande l'avis du protagoniste. Il baisse la tête et dit avec désinvolture qu'ils ont tous les deux l'air bien, même s'il n'a pas encore d'opinion. Il décide de jouer aux échecs en utilisant des pièces en forme d'animaux comme des chats, mais Fuse, le commandant des chevaliers, perd chaque partie. Il est frustré, mais reste déterminé à gagner au moins une fois. Shima pense qu'il est temps de rentrer et de laisser les envoyés se reposer, mais Iris insiste pour rester, car elle a rarement l'occasion de jouer avec tout le monde comme ça. Théo dit qu'elle peut toujours sortir pour jouer parce qu'elle est la reine, mais Shima le corrige en disant que, parce qu'elle est la reine, elle doit rester dans sa chambre et s'occuper de son royaume. Le protagoniste la regarde avec des yeux sérieux, se sentant triste, mais Iris reste joyeuse et veut continuer. Soudain, son estomac grogne. Elle est gênée et en même temps, l'estomac du protagoniste grogne aussi. Shima suggère qu'ils mangent tous ensemble. Shima va préparer le dîner et met ensuite la table avec divers plats. Ga apporte un plat spécial de son royaume, la soupe aux anchois. Le protagoniste mange du pain et goûte la nourriture. Iris lui demande ce qu'il en pense, mais Adèle répond en premier, disant que le goût est fade comme tous les plats du palais.